Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus, comme tous les mardis, ici même dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Vous le savez, vous êtes chez vous. L'emploi encore, l'emploi toujours, mais il est vrai qu'il y a peu de sujets aussi importants que celui-là dans une société économique en crise comme l'est la nôtre actuellement. Alors après avoir envisagé cette question de l'emploi sous l'angle du rôle de l'État, eh bien aujourd'hui c'est la place de l'entreprise. L'entreprise, clé de la création d'emplois, point d'interrogation, qui dira le contraire? Mais c'est en tout cas cette question que nos invités sont invités à répondre et je les remercie tout de suite de leur participation généreuse à notre débat. À commencer par vous, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous êtes un entrepreneur, actuellement le président-directeur général de Virgin Mobile France et ancien président de l'UNEDIC, ce qui signifie que vous êtes un homme actif dans le milieu patronal. Clara Guémard, vous avez deux temps vraiment bien distincts dans votre vie professionnelle. Un premier où en tant que membre de la haute fonction publique, vous exercez plusieurs fonctions, notamment à la présidence de l'Agence française pour les investissements internationaux. Vous aviez rang d'ambassadrice d'ailleurs à cette époque-là. Et puis vous êtes devenu président de General Electric France. Là, vous êtes vraiment entré dans la vie du monde, dans la vraie vie, dans la vie économique privée en tout cas, groupe dont vous assurez aussi la vice-présidence au niveau international. Enfin, Denis Thérien, vous êtes directeur général des Trois Suisses internationales, ça tout le monde connaît les Trois Suisses. Vous êtes également président d'Entreprise et Progrès, et ça, on est moins nombreux à le connaître. Alors, j'ai retenu que l'un des principes de ce think tank et que le progrès social et le progrès économique sont indissolublement liés. Vous le confirmerez sans doute dans vos propos tout à l'heure. Alors, peut-être pour rentrer dans ce débat, il est question ce soir de création d'entreprises et pourtant, de création d'emplois, pardon. Et pourtant, quand on parle des entreprises aujourd'hui, elles font souvent la une de l'actualité sous l'angle de la destruction des emplois. Les plans sociaux se multiplient depuis un certain nombre de mois, si tant est qu'ils s'étaient arrêtés à une époque récente de notre vie économique. Alors, pourquoi, du fait de ce spectacle désolant de ces plans sociaux, l'emploi apparaît-il si souvent comme une variable d'ajustement? Au fond, lorsque la crise fait rage dans un secteur, il semble, et même que ce soit enseigné dans certaines bonnes écoles, que la première des choses à faire, c'est de faire des plans sociaux, c'est de réduire le nombre de salariés et ensuite de tâcher de rebondir. Alors, l'emploi variable d'ajustement, comment vous percevez cette réalité-là? Est-ce que vous la contestez? Au contraire, est-ce que vous dites c'est normal, c'est la règle du capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui? Qui est-ce qui veut commencer à répondre? Geoffroy Roux de Bézieux. Juste un chiffre, je ne sais pas si on m'entend, mais juste un chiffre. En France, tous les mois, il y a 500 000 personnes à peu près qui s'inscrivent à Pôle emploi. Il y en a 500 000, un peu moins que 500 000, qui trouvent un job. Je veux dire par là, c'est que l'emploi et les entreprises, ça vit. Il y a des entreprises qui ferment, on en parle beaucoup, mais il y a surtout des entreprises qui embauchent et d'autres qui licencient. C'est vrai depuis que le capitalisme existe, c'est vrai depuis que l'économie existe. Donc, il ne faut pas croire que l'emploi, c'est une donnée fixe, une donnée stable. Par définition, les entreprises ont besoin de respirer et celles qui ont des commandes en plus recrutent et celles qui ont des commandes en moins ne recrutent pas. Alors, ça se fait beaucoup en France, malheureusement par le biais des CDD, parce que c'est l'équivalent de ce qu'il y a ailleurs en termes de flexibilité, mais c'est ça la réalité. Et donc, oui, l'entreprise est la clé de cette création d'emplois, mais il ne faut pas croire que, ça soit... c'est une conséquence, l'emploi. Ça n'est pas un objectif en soi. Une entreprise n'est pas là pour créer de l'emploi, elle est là pour créer du chiffre d'affaires, de la richesse, et la conséquence, c'est de l'emploi quand il y en a besoin. Et je pousse le raisonnement un peu plus loin. Il peut y avoir des entreprises qui font de la croissance sans pour autant créer de l'emploi. Une entreprise de service à très haute valeur ajoutée, ou quelquefois, soit c'est de l'emploi qui est externalisé, soit il n'y a pas d'emploi. Pour autant, par les impôts qu'elles vont payer, par les charges sociales qu'elles vont payer, elles vont contribuer quelque part à la richesse générale et donc à résoudre les problèmes de nos concitoyens. Donc je trouve la manière de poser la question me paraît finalement pas la bonne, si je puis me permettre ce petit commentaire sur le thème du débat. Clara Guémard, vous êtes donc en plein cœur d'un grand groupe international américain. Alors voilà un pays dans lequel la dimension du plan social est quelque chose de très répandu, en tout cas de la destruction massive d'emplois pour parfois rebondir dans le monde de l'automobile. Prenons l'exemple du secteur automobile. Moi, je vais laisser à Geoffroy la partie macroéconomique de l'explication
de l'emploi, mais je pense qu'on se trompe un peu quand on parle tout le temps de l'emploi, parce qu'on oublie de parler du travail. Dans une entreprise comme la nôtre, General Electric, en France, on a 11 000 salariés, on a 8 usines, on a 8 500 salariés dans nos usines, dans nos centres industriels, et on exporte selon nos sites entre 60 et 98% de ce que nous produisons en France. La richesse de l'entreprise, qui est une entreprise hautement technologique, où on fabrique des moteurs d'avion, des turbines à gaz, du matériel médical, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. Donc, commencer par dire que les entreprises considèrent l'emploi comme une variable d'ajustement est une erreur manifeste de compréhension de comment une entreprise fonctionne. Une entreprise existe grâce, en premier chef, son entrepreneur, quand ce sont des petites entreprises, mais grâce aux hommes et aux femmes qui y travaillent. Alors, c'est vrai que lorsque une entreprise soit ne se porte pas bien, soit parce que son marché diminue, soit parce qu'elle doit réorienter sa croissance, soit parce qu'elle doit se développer à l'international. Comme l'a très bien dit Geoffroy, le travail change. Les emplois changent, donc il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui reviennent, et une entreprise qui ne gagnerait pas d'argent et en perdrait serait une entreprise qui ne soit pas viable. Donc notre responsabilité d'entrepreneur, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec Entreprises et Progrès, c'est moi ce que j'appelle la performance intégrée, c'est-à-dire d'être sûr que nous sommes performants sur le plan technologique, que nous sommes performants sur le plan environnemental, que nous sommes en performance sur le plan social et c'est sur le plan financier. Et c'est l'ensemble de ces performances qui vont nous permettre de croître et donc d'embaucher. Mais ne perdons pas de vue que quand on dit que l'entreprise, clé de la création de l'emploi, l'entreprise, c'est pas une espèce d'entité qui existe comme ça, qui est éthérée, commandée par le haut, etc. Ce sont des hommes et des femmes qui créent de la richesse et de la valeur. Enfin, moi, je reprends quand même ce thème introductif de l'Éthérien. Je suis désolé, quand on ouvre les journaux, quand on regarde la télévision, il y a en ce moment à la une des questions de destruction d'emplois, n'est-ce pas ? Mais attendez, aujourd'hui, l'économie ne va pas très bien. On ne va pas dire qu'il y a de la croissance en France et que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. C'est pas ce que je dis. C'est qu'il y a des réalités objectives sur lesquelles les entreprises auxquelles les entreprises doivent faire face. Dans ces réalités objectives, il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent Donc, moins bien. dans ces réalités objectives, y a-t-il plusieurs façons de gérer la variable d'ajustement, si on accepte cette expression qui n'est pas très heureuse, mais est-ce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, à savoir... Ça n'est pas une variable d'ajustement, je suis désolée, hein, mais je voudrais que vous enleviez ce mot. Alors je l'enlève, mais je garde l'idée que nous avons sous les yeux souvent le spectacle de ces plans sociaux, et la question qui est posée au début de ce débat, que je pose, est de savoir s'il y a plusieurs façons d'aborder cet aspect, et si on est condamné à passer par cette destruction d'emploi. Si vous voulez, je vous donnerai des exemples de variables d'ajustement. S'il vous plaît. Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qui peut créer l'emploi. Et effectivement, la question, il n'y a que l'entreprise qui peut créer l'emploi. Et je trouve assez surprenant que nous soyons 3 dirigeants d'entreprise ici pour parler de ça. Je pense qu'il n'y a que en France où on se pose la question, est-ce que l'emploi peut être créé ailleurs que dans l'entreprise ? L'État a aussi des prérogatives, mais l'État ne peut fonctionner que s'il prélève un impôt. Cet impôt, il est taxé sur la création de richesse qui a lieu dans l'entreprise. Et donc, il n'y a que dans l'entreprise qu'on peut effectivement créer de l'emploi. Et il n'y a que en France où on se pose cette question. Donc la question après, c'est pas est-ce que c'est dans l'entreprise qu'on le crée, oui ou non, c'est après comment on peut accélérer. Et comment on peut accélérer dans les périodes de mutation dans lesquelles on est. Soit on se dit qu'on est dans une période une petite crise, donc on se dit demain, ça va revenir. Soit on est dans une période de mutation, c'est demain est nouveau. Tout est à prouver qu'on est dans une période de mutation, donc notre responsabilité, c'est l'employabilité des personnes qui travaillent dans nos entreprises. Alors comment on s'y prend à l'emploi ? Et c'est vraiment le point que faisait tout à l'heure Geoffroy, en disant il y a 500 000 personnes qui trouvent un emploi tous les mois, 500 000 qui viennent pointer au Pôle emploi. Donc notre responsabilité, c'est qu'est-ce que l'on fait pour
améliorer l'employabilité des personnes qui sont chez nous. Alors allons-y. Là-dessus, parce que je pense que Denis pose bien le problème. En fait, pour prendre un exemple très concret, si vous êtes informaticien et que vous êtes en région parisienne, le taux de chômage des informaticiens, c'est 1%, hein, un peu moins d'1%. Bon. Donc le jour où vous êtes victime d'un plan social ou même simplement d'un départ négocié, le chômage n'est pas un sujet. Vous avez la formation et l'employabilité qui va bien. Et donc le vrai sujet, mais c'est un autre débat, c'est combien de temps vous allez rester avec vos indemnités et au bout de combien de temps vous allez prendre un job. C'est ça la réalité. Donc il y a des endroits, même en France, et c'est vrai d'un point de vue sectoriel, c'est aussi vrai d'un point de vue géographique. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'en France, vous avez des endroits où le taux de chômage est toujours de 4-5%, c'est-à-dire assez proche de ce qu'on appelle le plein emploi. Et puis vous avez des zones à 14 ou 15%. Et donc, où est-ce qu'est le problème, à part la médiatisation excessive de certains plans sociaux, mais ça c'est presque un autre sujet, c'est quand vous avez fabriqué toute votre vie des pneus à Clairoy, et que l'usine ferme, et que c'est le seul employeur de cette petite ville, que vous êtes endetté pour acheter votre pavillon à Clairoy, et qu'on vous dit ça va fermer, vous êtes rentré dans l'usine à 18 ans, vous n'avez jamais eu de formation pour faire autre chose, vous avez 52 ans, et on vous dit l'usine va fermer, et pour trouver un job, il faut changer de métier, il faut changer d'endroit, il faut vendre le pavillon que personne ne va acheter parce que de toute façon, il n'y a plus d'emploi dans cette région. Là, on a un vrai problème. Et à l'inverse, l'informaticien dont je parlais tout à l'heure, lui, c'est pas un sujet. Ça n'est pas un sujet. Alors, restons sur le cas que vous citez de l'employabilité difficile parce que reconversion nécessaire. Vous évoquiez, en préparant ce débat, l'expérience que vous avez eue de vous retrouver avec le personnel d'un ancien abattoir pour en faire des membres d'un call center. Et vous m'avez dit ça marche pas. Non, mais c'est malheureux. Il y a un truc qui a été inventé il y a des années, qui s'appelle le contrat de sécurisation professionnelle, qui consiste à payer quelqu'un pendant 1 an pour avoir une formation, justement pour essayer de le faire passer d'un métier à l'autre. Sauf qu'il y a une limite au système, effectivement. En l'occurrence, c'était à Vitré, où on avait déjà un taux de chômage assez faible. On a ouvert un centre d'appel avec un prestataire, et on avait une forte incitation financière, sous forme d'exonération de charges, à recruter des gens qui venaient de 2 endroits, pour être précis. Un sous-traitant automobile d'un côté et un abattoir qui avait fermé. Et donc, on avait 2 profils. Les gens qu'on recrutait directement, c'était, on va dire, 25 ans, relativement familiers avec les nouvelles technologies, puisque le job consistait en fait à répondre à des problèmes de paramétrage de téléphone mobile, d'accès à Internet, choses comme ça. Donc, il faut quelqu'un qui ait une familiarité avec ça. Et puis, donc, on recrutait, c'est souvent des femmes, d'ailleurs, de plus de 50 ans, n'ayant pas du tout cette capacité-là. On les formait et on a eu un taux d'échec très élevé. Et là, je partage ce que dit Denis, avec un bémol, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement la responsabilité des entreprises, c'est qu'on rentre dans un cycle économique où quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail, il va changer de métier 3, 4, peut-être 5 fois. Hein, on est dans une dynamique très schumpeterienne où la mutation s'accélère et des métiers qu'on croyait éternels, comme la vente par correspondance ou la vente de disques ou le développement photo ou tout ce que vous voulez, disparaissent en quelques années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui travaillent dans ces secteurs-là vont être obligés de se reconvertir et de changer de métier. Et on sait très bien, toutes les études psychologiques le prouvent, c'est que plus on vieillit, moins on a envie de changer. Et moins on a changé, moins on s'est changé. C'est surtout ça. Et moins on a changé, plus c'est difficile. L'idée qu'on est propriétaire de son emploi, qui a été, qu'on retrouve quand même dans certaines grandes institutions et notamment dans certaines institutions publiques, fait complètement oublier que, de même qu'on peut changer d'appartement, on change d'emploi ou on peut changer de ville. Et donc la culture de la mutation professionnelle, de l'idée que de changer d'emploi, ça peut permettre de voir autre chose, de rebondir, comme il n'y a pas du tout d'élasticité dans le système français. Ça fait peur parce qu'on se dit je suis dans le château fort, je suis bien protégé, j'ai mon contrat, j'ai ceci. Si jamais je vais dans la nature et je sors dans la plaine, je pourrai plus jamais remonter dans un autre château fort. Donc on est passé, j'aime bien l'idée que Denis évoquait de la mutation. On n'est pas en crise, on est dans une mutation. Moi je suis convaincue qu'on est en train de passer du Moyen-Âge à la Renaissance, où c'est la création, c'est la créativité, c'est l'adaptabilité qui est un élément clé de l'employabilité, justement, de la capacité à être employé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. On devrait apprendre à l'école à nos enfants. Au-delà du constat, comment les entreprises contribuent
très concrètement à cette dimension d'employabilité? Moi, je vais vous donner un exemple, parce que nous, on a des problèmes de recrutement. Donc, on a un site qui s'appelle Condé-sur-Noireau, où on fabrique des vannes, des pompes, et on a besoin de soudeurs. Alors, n'imaginez pas que c'est Zola, parce qu'aujourd'hui, les soudeurs sont derrière des grands écrans. C'est de l'informatique, en fait, de précision, puisque ce sont les machines qui soudent. Le grand problème qu'on a sur ce site, où il y a 380 salariés à peu près, c'est qu'il y en a 100 qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Comment les forme-t-on ? Comment trouve-t-on des gens aujourd'hui, il n'y a plus, en tout cas dans la région, il n'y a plus d'école pour former des soudeurs. Donc, à la fois, on prend des gens qui viennent d'un autre site qui a été, où malheureusement le site ferme. Et surtout, on a travaillé avec le département, on l'a fait d'ailleurs avec aussi sur le site de Nantes, pour devenir nous-mêmes centre de formation, pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres sites qui pourraient se trouver dans la région. Mais on a eu la capacité de l'anticiper. C'est pas toujours facile de pouvoir le faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans le monde industriel, il y a beaucoup de formations industrielles qui ont été que plus personne ne veut prendre, parce que les gens préfèrent, curieusement, être vendeur dans un magasin plutôt que de fabriquer des choses. La culture industrielle n'est pas très bien perçue toujours par les gens, et on a aujourd'hui des métiers qui ne sont pas pourvus parce que les gens ne sont pas formés pour ça. Je pense là-dessus, c'est qu'il y a un changement de paradigme quand on parle de l'emploi. Quand on avait des emplois essentiellement primaires ou secondaires, alors l'entreprise était en charge d'un emploi. C'était quelqu'un qui allait changer la roue du carrosse. Et on apprenait à cette personne à changer la roue du carrosse. On est passé dans un secteur tertiaire, dans lequel il y a des évolutions très très rapides. Et donc le rôle de l'entreprise n'est plus d'aider à tel ou tel emploi, mais aider la personne au travail. Et c'est en ça que le dirigeant d'entreprise, maintenant, on pense à Entreprise et Progrès, est beaucoup plus responsable de la personne avant l'entreprise, pendant l'entreprise et après l'entreprise. Alors avant l'entreprise, c'est quoi ? C'est tous les contrats d'alternance qu'il y a. C'est les contrats d'apprentissage, c'est les chaires, et c'est tout ce que les personnes en entreprise peuvent faire avec l'école. Un des exemples, Entreprise et Progrès, par exemple, nous avons tout un tas de dirigeants qui allons dans des classes de 3e, dans un programme qui s'appelle DP3, pour aider des étudiants de 3e à créer des business plans. Ça, c'est notre responsabilité de dirigeant pour aider les personnes avant qu'ils viennent dans l'entreprise. Quand ils sont dans l'entreprise, c'est la formation, les formations diplômantes, c'est ce sur quoi parlait Clara. Et là, c'est de se dire, non seulement on forme des personnes pour nous aider à nous aussi, mais la formation, c'est déjà quelque chose qui rend une personne fière parce qu'elle passe d'un état à un autre état, mais aussi on l'aide à sortir d'une certaine ignorance qu'il y avait. Un exemple, nous avons dans le groupe une société qui s'appelle Mondial Relais, qui a 4300 points relais en France et qui livre un colis par seconde. Un concurrent, par exemple, c'est La Poste. Eh bien, cette société s'est aperçue que dans cette logistique, il y a une logistique avec 300 personnes dans le nord de la France, il y avait 80 nationalités, et personne ne savait ce que c'était qu'Internet, alors que tous les produits venaient de commandes d'Internet, que ce soit des sociétés du groupe ou en dehors du groupe. On a décidé de créer un programme de formation pour aller contre cette fracture numérique et leur apprendre ce que c'est qu'Internet. Et pendant 4 jours, les gens de logistique, quelques-uns ont même des difficultés à parler français, viennent et on les forme à Internet et ils rentrent chez eux avec un ordinateur. Et alors, je ne vous parle pas de la fierté que l'on a. Après, ça, c'est notre responsabilité sociétale envers cette fracture numérique. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a tout un tas qui sont devenus des geeks en Internet et qui nous ont dit comment ça se fait que tel site ne passe pas par nous. Et le troisième, c'est après, quand ces personnes quittent l'entreprise, et là, donc, c'est tout l'accompagnement qu'il faut avoir. D'abord, l'accompagnement humain, émotionnel. Après, dans les mesures où la société peut se le permettre, un accompagnement de formation, et là c'est plutôt avec d'autres organismes. Et après, ce sont tous les réseaux que l'on peut créer. Parce qu'on voit qu'une des manières les plus faciles de retrouver un emploi derrière, c'est par rapport aux réseaux. Alors, quand même, je vais mettre un petit bémol à tout ça. On peut être d'accord. Surtout, ça n'exonère pas. Il y a une responsabilité de l'entreprise, bien sûr, mais ça n'exonère ni l'État ni l'individu.
l'État a à fournir un écosystème qui soit favorable aux entrepreneurs d'une part et favorable à la mobilité. Je parlais tout à l'heure des problèmes géographiques. Il y a un énorme problème en France, c'est que déménager, surtout quand on a des revenus modestes, pour pouvoir changer d'emploi, c'est-à-dire quitter une région où il y a des problèmes de chômage pour une région de plein emploi, ou quitter une usine qui ferme pour une usine qui embauche, c'est extrêmement complexe. Avec tous les filets sociaux qui existent, si vous avez des places dans la crèche ou à la cantine et que vous devez déménager, moi j'ai des exemples très concrets de gens qui ont renoncé à quitter un endroit tout simplement parce qu'ils perdaient les avantages sociaux qu'ils avaient dans une ville et qui étaient de nouveau en liste d'attente de l'autre côté. Donc il y a quand même un vrai sujet de mobilité. Alors c'est aussi culturel, hein, très clairement, c'est lié à la France. Et ça n'exonère pas l'individu, parce que, enfin, moi je suis libéral de conviction, je crois à la responsabilité individuelle, et donc chacun d'entre nous, avec son niveau de formation, doit s'occuper de son mobilité. On ne doit pas simplement attendre les uns les autres, à tous nos niveaux, de l'État ou de l'entreprise qui nous prennent en charge. Donc, Mais il y a une responsabilité de l'entreprise, c'est une responsabilité que je ne nie pas. Mais il y a aussi, quelquefois, des gens qui, comme le dit d'ailleurs très bien Clara, croient à l'abri, au fond, dans le château fort de l'entreprise, derrière leur CDI, avec l'impression que l'entreprise est éternelle, et ne se préoccupent pas du monde extérieur. Donc, quand Denis Terrien parle de responsabilité que l'entreprise a vis-à-vis de ses salariés, il a employé aussi le mot d'aider. Tout ça, c'est très social, au fond. C'est pas tout à fait l'image qu'on a nécessairement d'une entreprise qui, pour conquérir des marchés, va se préoccuper de ses revenus. J'aimerais rentrer parce que c'est un débat qui, je pense à nous trois, j'espère, hein, nous surprend. Penser qu'un dirigeant d'entreprise se réveille le matin en ne pensant pas comment il peut améliorer la performance de sa société pour vendre plus et derrière créer des emplois est une ineptie. Et quand on entend ça, c'est juste quelque chose qui est inaudible. Alors que on a un dirigeant d'entreprise, tous les jours se lève en disant comment je peux améliorer la performance de mon entreprise qui, derrière, pourra créer des emplois. Non, mais là, ce que vous souleviez, c'est la responsabilité que l'entreprise a vis-à-vis de ses salariés. Et je ne m'en étonnais pas, mais je rebondissais sur cette affirmation en disant mais elle a une coloration sociale qui est un peu inhabituelle dans l'univers économique dans lequel on évolue, ou pas? Elle n'est pas du tout inhabituelle. Les chefs, les entreprises qui s'occupent pas bien de leurs salariés ont de mauvais salariés. Je veux dire, les bons salariés, les gens de talent vont dans les entreprises qui ont une vraie culture, qui ont des valeurs d'abord. Je pense qu'il y a une fierté d'appartenir à certaines entreprises et certaines entreprises à laquelle on n'a pas très envie d'appartenir. Il y a une culture d'entreprise qui fait qu'on a envie de travailler chez General Electric ou chez Virgin ou chez 3 Suisses parce que c'est des entreprises où on s'y sent bien, où les salariés sont chez eux dans l'entreprise. Bien sûr, vous avez peut-être des entreprises qui traitent, comme vous le disiez, leurs salariés comme une valeur ajoutée, mais je peux vous assurer que à la longue, comme variable d'ajustement, je peux vous assurer qu'à la longue, ils sont certainement pas les meilleurs salariés chez eux. Est-ce que vous permettez que Benoît XVI puisse intervenir dans ce débat? Alors, Benoît XVI peut tout à fait intervenir. Non, parce que je pense que c'est assez opportun, justement, pour rebondir là-dessus. Dans Caritas in Veritate, il écrit « Un des risques les plus grands est sans aucun doute que l'entreprise soit presque exclusivement soumise à celui qui investit en elle et que sa valeur sociale finisse ainsi par être amoindrie. » Donc quand même, s'il exprime ça sous l'angle d'un des risques les plus grands et qui soit l'entreprise soit exclusivement soumise à cet investisseur, c'est bien qu'il y a une pression, là, mouvement, une logique intrinsèque à l'entreprise capitaliste qui n'est pas en faveur de cette dimension de responsabilité du salariat et du fait de l'aider. Alors, on va appeler un chat un chat. Oui. Ça, je pense que ça sera plus simple. Quand on regarde aujourd'hui le système tel qu'il a fonctionné, il est vrai qu'il y a eu une dérive vers l'analyse de la performance exclusivement financière. C'est ce qui a d'ailleurs conduit, on pourrait rentrer, c'est un autre débat, mais dans l'explication de l'écroulement du château de cartes en 2008. C'est-à-dire c'est la performance financière qui n'était pas d'ailleurs simplement liée à l'entreprise, mais l'appât du gain
et l'idée que tant que je gagne, je joue, qui a amené une spéculation financière. Et ce qui est vrai aussi, c'est que l'entrepreneur se trouve face à 3 équilibres dont Geoffroy pourra parler beaucoup mieux que moi, qui sont l'équilibre entre le client, qui est quand même la base de tout, parce que si vous ne vendez pas vos produits, vous avez peu de chances de survivre. Les investisseurs, c'est-à-dire vos propriétaires, ceux qui sont actionnaires dans votre société, sans qui, là aussi, vous ne pourriez pas vivre, et puis vos salariés. Et c'est ce pilier, cet équilibre entre les 3 qui est extrêmement important. Mais je pense que dans ce débat, on oublie quelque chose qui est extrêmement important, que Geoffroy a un tout petit peu soulevé au début, qui est l'environnement. Quand on parle de l'environnement économique d'un pays ou de l'attractivité d'un pays, vous avez 3 composantes. La première composante sont les facteurs concrets, réels de la compétitivité. Il est évidemment, je pense que tout le monde sait que la compétitivité française s'est dégradée par rapport aux autres pays européens, par rapport à l'Allemagne notamment, et alors qu'on avait une compétitivité supérieure à celle de l'Allemagne. Donc ça, ce sont l'organisation d'une société qui fait que on a préféré une certaine forme de paresse et de facilité plutôt que de se dire qu'il fallait faire des réformes structurelles. Il y en a certaines qui sont commencées, tant mieux, c'est un peu tard, mais tant mieux. Après, vous avez un deuxième facteur qui est celui de l'image. Et c'est vrai que l'image de la France, elle est un peu abîmée par des choses très symboliques, qui ont d'ailleurs en plus de ça aucun impact économique, donc on se demande pourquoi on les prend, comme Gérard Depardieu, comme les 75%. Si encore ça avait une efficacité économique, on pourrait comprendre qu'elle soit prise, mais c'est pas le cas. Donc ça donne pas très envie à ceux qui ont envie de l'entreprendre, qui ont envie de réussir, qui ont le goût du succès, de venir sur les terres françaises. Et puis après, il y a, j'allais dire, l'ambiance. Les Anglais appellent ça le mood. Et c'est vrai que notre pays aujourd'hui souffre d'une morosité, d'une sorte de dépression ambiante qui fait que, vous savez, une très belle femme, quand elle fait la gueule, vous n'avez pas envie de l'embrasser ni vivre avec elle. Donc c'est un peu. C'est vrai pour un homme aussi. C'est vrai pour un homme aussi. C'est une femme qui le dit, alors on parle. Ouais, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'entreprise a certes ses responsabilités, mais elle vit dans un environnement qu'elle doit aider à changer. Mais cette forme de lucidité qu'on doit tous avoir et de se dire que la situation dans laquelle on se trouve, c'est pas la responsabilité seulement des politiques, c'est pas simplement la responsabilité des entreprises, mais c'est notre responsabilité collective et individuelle. On peut revenir sur le triptyque quand même, parce que... Ça s'appelle un tabouret. Je vais vous raconter une histoire, c'est François Michelin qui dit ça. Il dit un tabouret, ça tient sur 3 pieds. Et si jamais vous avez un pied plus court que l'autre, le tabouret se casse la gueule. Est-ce que le pied de l'actionnaire n'est pas un peu long parfois ? C'est ce que j'allais vous dire. Il y a 3 pieds. Il y a le pied de l'actionnaire, le pied du salarié, qui est indispensable, et le pied du client. C'est exactement ce qu'a décrit Clara. Alors, oui, peut-être il y a eu, dans la période récente, mais c'est ancien, des dérives où l'actionnaire a pu être privilégié. Et j'ajouterais peut-être l'actionnaire dans une logique court terme. Ouais. Parce que nous, les entrepreneurs, on a besoin de capitaux. Il ne faut jamais oublier quand même que le capitaliste, c'est-à-dire celui qui met son argent, il le met avec un risque. C'est pour ça que cette notion absolument absurde de taxer le capital comme le travail, elle oublie quand même qu'il y a quand même cette notion de perte. Et quand moi je risque mon argent dans des entreprises, ou d'ailleurs dans ma propre entreprise, et que je gagne, je comprends qu'on me taxe, mais quand je perds, on ne me rembourse pas. Jusqu'à preuve du contraire, sauf si François Hollande a changé. Donc, fondamentalement, je pense qu'on oublie quelque chose. Donc, il faut que cet équilibre existe. Et effectivement, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a un risque. D'accord avec Benoît XVI et d'accord avec Clara Guémard, pour dire qu'il y a un risque. 2 belles références. N'est-ce pas ? Dans cet ordre-là, je ne sais pas. Pour dire qu'il y a un risque de dérive et qu'on a pu voir un pied trop long ou trop court, je ne sais pas, qui fait que les entreprises se sont cassées la figure. Mais la réponse est un peu dans cette comparaison, c'est-à-dire que les entreprises qui privilégient trop le capital, puisque c'est l'accusation sous-jacente, et qui donc, au détriment de leurs salariés ou au détriment de leurs clients, ne durent pas. Alors oui, toutes les études le montrent, le capital patient. Le capital patient, c'est quoi ? C'est un capital qui résonne dans la durée. C'est souvent un capital familial ou entrepreneurial, performe mieux que l'autre capital ou le capital moins patient. Donc
Enfin, bon, bref, on pourrait en parler longtemps parce qu'aujourd'hui en France, on ne privilégie pas ce capital. Non, mais c'est éclairant pour les téléspectateurs de prendre des exemples justement de ce type d'entreprise qui, manifestement, sous l'angle de l'emploi et de la réussite globale, s'en sortent mieux que d'autres. Vous êtes d'accord avec ce Mais discours? attendez, juste pour préciser, le capital patient ne résout pas le problème des mutations. Il le regarde avec... Quand un secteur est en mutation, prendre l'automobile en France, le fait d'avoir un capital patient qui est prêt à prendre des pertes pendant plusieurs années ne suffit pas à changer le problème. Il faut de l'innovation. Et puis, il faut de la restructuration. Le marché automobile européen est passé de 18 millions de voitures à 14 millions. Il ne reviendra pas à 18 millions. Il faut fermer des usines automobiles. On peut le faire de manière humaine, on peut le faire en essayant de trouver des solutions pour les salariés, mais il faut quand même les fermer. Et on ne coupe pas à cette réalité. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, parce que le tabouret se casse la gueule si on privilégie trop l'emploi. Et souvent, des sociétés peuvent être mortes de ça, du manque de flexibilité et de l'incapacité à structurer. Vous en connaissez, vous pourriez en citer? Les entreprises automobiles françaises, regardez ce qui s'est passé comparé. Je ne vais pas être trop long, mais l'automobile américaine. Peugeot contre General Motors, tout simplement. General Motors s'est restructuré très violemment parce qu'on est dans un pays qui autorise ce genre de choses, donc ils ont supprimé plusieurs dizaines de milliers d'emplois, mais aujourd'hui ils réembauchent. Bon, en France, on n'a pas fait, on a repoussé parce qu'on est dans un contexte qui est ce qu'il est, des lois sociales qui fait, et aujourd'hui, je ne dis pas que c'est trop tard, mais c'est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus difficile. Donc ce système, il marche dans tous les sens. On parle du capitalisme, vous avez taquiné un petit peu les sociétés américaines, et on va parler de General Motors. Donc on va dire, est-ce que finalement les employés sont heureux de travailler là-dedans? Il y a une étude qui sort chaque année qui s'appelle Great Place to Work, et qui est finalement un questionnaire qui est envoyé à plusieurs centaines d'employés dans la société. Donc bon endroit où travailler pour leur les demander, Français. est-ce que vous êtes heureux finalement de travailler dans votre société? Et c'est un questionnaire qui pose des questions sur votre relation avec. Est-ce que déjà il y a du sens dans est-ce que ce sens vous a été communiqué? Est-ce que votre manager vous parle? Est-ce que vous avez une certaine flexibilité? Quand on regarde le classement sur les 10 premières sociétés en France, 6 sont étrangères, 6 sont américaines. Ah oui. Sur les 4 françaises, 3 viennent du Nord et 3 sont familiales. Alors ça vous fait plaisir, ça, Alors ça me fait plaisir. Mais alors, il y a 2 enseignements. Premièrement, je ne souhaite pas opposer les sociétés anglo-saxonnes aux sociétés françaises en disant l'une n'est que financière, alors que nous, en France, on a raison, on fait bien. Je pense que ce débat n'est pas prouvé par les faits. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est que après, on essaie de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises? Ces entreprises font attention à l'humain, parce que l'entreprise, c'est une aventure humaine. Comme disait Clara tout à l'heure, c'est les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise qui en créent la valeur. Et donc, à partir du moment où l'entreprise est une aventure humaine, ça se gère dans le temps. Et oui, le temps de la finance n'est pas le temps d'entreprise. Oui, le temps de la technologie n'est pas le temps d'entreprise. Et donc, on peut voir les sociétés qui n'ont focalisé que sur la finance et que sur la technologie, qui peuvent avoir un petit saut d'humeur, où en 2007 ou 2008, certaines banques ont eu des valorisations exceptionnelles, et on se disait, ben voilà, elles vont dominer le monde. Il n'y avait qu'à voir en Angleterre, les banques, c'était 4% de l'emploi, c'était 10% de la richesse et 25% de la capitalisation boursière en Angleterre. Encore en 2008. Eh bien, le crash est fait et on est revenu dans des situations à peu près normales. Et qu'est-ce que disent ces situations normales? C'est les sociétés qui privilégient le long terme, qui arrivent, qui ont un équilibre, qui donnent du sens à leurs employés. Et si jamais on essaie de voir ça vis-à-vis du corps humain, je pense que l'entreprise, c'est comme un corps humain. Et un corps ne marche bien que si jamais il a la tête, le cœur et les tripes. Alors la tête, ça va être... Par exemple, la valeur financière, se dire, tiens, effectivement, il y a une société, il faut pouvoir la valoriser, dire ce que ça vaut. Le cœur, ça va être toute la relation qu'on a avec l'environnement qui nous entoure. Mais les tripes, c'est ce qui fait marcher l'entreprise. Ce n'est ni la finance, ni la relation qu'on a avec la terre. Mais c'est tout un tas d'éléments qui sont connus par les employés et les dirigeants de l'entreprise et qui sont importants pour que l'entreprise continue d'aller. Les dirigeants qui ont compris ça donnent du sens finalement à leur entreprise, donnent du sens à leurs employés et arrivent à faire que des sociétés soient pérennes. Et il n'est pas surprenant que tout un tas de sociétés familiales, dans le Nord notamment, qui ont eu des grandes mutations,
eh bien, arrivent à redonner du sens à leurs employés et finalement arrivent à ressortir dans ce classement comme des très très belles sociétés où les gens sont heureux de travailler. Clara Guimard, j'aimerais bien avoir votre témoignage de chef d'entreprise, enfin d'une très grande entreprise. Comment vous travaillez, vous, personnellement, à cette question de la satisfaction de vos collaborateurs au travail? D'abord, moi, j'ai un peu l'impression, en étant une Française, je dis souvent que d'ailleurs General Electric est une entreprise qui est plus française que les autres, pour une simple raison, c'est que nous, on est en France parce qu'on l'a choisi. On n'est pas forcé d'être en France. On l'est, on a investi, on a un partenariat avec Safran qui dure depuis 40 ans, qu'on a prolongé pour 40 ans, qui est la plus belle success story dans l'aéronautique. On vient de racheter une entreprise l'année dernière, une très belle entreprise qui s'appelle Convertim. Donc on est là parce qu'on a choisi d'être là et parce qu'on aime la France pour ses talents, pour sa capacité à produire, à créer, et pour les hommes et les femmes de talent qui sont dans l'entreprise. Alors nous aussi, on fait une enquête chaque année auprès de nos salariés, enfin tous les 2 ans, une enquête très approfondie, une sorte de 360, où on demande aux salariés s'ils sont heureux, s'ils ont le sentiment qu'ils sont considérés, s'ils ont le sentiment que leur manager les écoute, etc. Et cette année, l'enquête est sortie au mois de décembre, et les chiffres ont été encore supérieurs aux années précédentes, donc avec une très grande satisfaction, sauf sur 4 points. Ces 4 points, c'était des questions sur est-ce que finalement l'entreprise vous a, depuis la dernière enquête, simplifié la vie pour travailler. Est-ce que les process vous facilitent ou vous compliquent la vie? Et on s'est rendu compte que, à force de vouloir bien faire, à mettre une organisation, des process et tout ça, en fait, on avait, au bout d'un certain temps, c'est toujours la même chose, on a le revers de la médaille, on avait été trop loin dans les process et dans l'organisation, ce qui fait que nos salariés avaient le sentiment que ça devenait trop compliqué, que trop de lenteur, et qu'on avait les effets pervers du bien qu'on avait voulu produire. Qu'est-ce qu'a décidé Jeff Immelt? C'est qu'il a supprimé les 3 grands piliers de process qu'on avait, qui étaient la perspective à 3 ans, l'analyse financière. C'est le grand patron. Jeffrey Immelt, le grand patron de DUI, en disant bon, maintenant vous allez me donner tous les mois une feuille de papier sans me dire ce que je veux, mais ce que vous pensez que je dois entendre. Rendre la capacité de jugement aux salariés et aux décideurs intermédiaires. Je pense que c'est un peu la clé de la mutation. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'entreprise, elle a pas le droit, elle a un principe qu'elle ne doit jamais oublier, c'est le principe de réalité. Et que quelquefois, on peut avoir affirmé que ce qui est mieux, c'est une organisation de telle façon, et puis dès le lendemain, dire en fait, non, il faut changer, parce que le principe de réalité, c'est ce qui s'impose à nous en tant que dirigeants. Et si vous avez des valeurs très fortes, vous pouvez faire bouger vos équipes extrêmement vite, parce que elles sont... Il y a un mot-clé dans l'entreprise, qui est le mot-clé aussi dans la société, qui est celui de la confiance. Si moi, je vous fais confiance et que vous me demandez de faire quelque chose, je le ferai, même si je ne comprends pas tout. Mais c'est parce que je sais que vous ne ferez non seulement aucun mal, mais que vous voulez nous emmener dans une direction qui va bien. Et en fait, c'est ça l'entreprise. Donc vous resterez loyal jusqu'au bout. La loyauté, c'est quelque chose. C'est surtout l'idée que je n'ai pas peur. J'ai confiance, donc j'ai pas peur. Vous savez, le contraire de la peur, de la confiance, c'est pas la défiance, c'est l'angoisse. Je crois que là-dessus, on parle de oser. Et alors, on va revenir sur le thème de création d'emploi. Il y a toujours la création d'emploi. On va parler des entrepreneurs. J'aimerais aussi parler des intrapreneurs. Ah ouais, c'est un thème qui m'est très cher, celui des intrapreneurs. Comment on valorise les intrapreneurs au sein de l'entreprise? Oui, au sein de l'entreprise. Ceux qui prennent des risques à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on a une société, on était dans une industrie, comme le disait tout à l'heure Geoffroy, en pleine mutation. Historiquement, le groupe était un groupe très très fort en VPC, avec une vingtaine de marques en VPC. En l'espace de 4 ans, on est devenu le 3e groupe Internet en France. Et non seulement ça, mais on est le 2e en service à l'Internet. Et ça, c'est le groupe 3 ici. Donc là, je mets ma casquette pas entreprise et progrès, mais patron d'un groupe. Une des manières dont on est arrivé à faire cette transformation, c'est de favoriser l'intrapreneuriat. C'est-à-dire favoriser les personnes qui, dans la société, avaient envie de se lancer, de créer
des entreprises, mais même des très grosses entreprises. Et je vais vous donner un exemple. On avait un centre de distribution, enfin plusieurs, qui appartenaient à 2 ou 3 sociétés. Et le patron a dit, mais finalement, je pourrais, avec les centres de distribution, les compétences que nous avons, créer une entreprise qui nous serve non seulement les sociétés du groupe, mais aussi s'ouvre à l'extérieur. Et on a fait la même chose en logistique. On a pris tous les centres de logistique et se sont ouverts à l'extérieur. On a pris les call centers. Et les call centers de l'entreprise, on les a mis ensemble et se sont ouverts à l'extérieur. Ce qui fait que, par exemple, sur notre call center, si aujourd'hui vous appelez L'Oréal ou Lagardère, c'est chez nous que vous tombez. Si jamais aujourd'hui vous commandez une paire de chaussures, bon, effectivement, chez 3 Suisses ou Blanche-Porte, c'est nous qui allons les livrer, mais chez d'autres concurrents aussi, c'est nous qui les livrons. Et ça, c'est des cadres de l'entreprise qui l'ont développé ? Des cadres de l'entreprise. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? On revient sur la confiance. Il faut oser, donc avoir la confiance. Il faut donner l'espace de liberté à la personne et accepter l'erreur. Et on est quand même dans le seul pays, peut-être pas le seul, mais un des rares pays ensemble, avec le Japon, où l'erreur n'est pas acceptée. Et d'ailleurs, un créateur d'entreprise qui a des difficultés, parce que c'est la vie, si jamais tout le monde réussissait en créant des entreprises, ben, le risque serait différent. Mais il y en a certaines qui ne réussissent pas, ben, n'a pas le droit de créer, je crois, pendant 5 ans, je crois. Il y a quelque chose comme ça. Un peu plus compliqué. Mais faire émerger l'innovation, voilà. C'est pas évident dans l'entreprise. Et de même, donc, dans une entreprise, il faut accepter ça. Et ça, c'est finalement un espoir que l'on peut donner. C'est qu'à partir du moment où on arrive à libérer ces énergies dans les entreprises, on arrive à descendre au niveau le plus bas et laisser les personnes s'éclore et émerger et venir avec des idées nouvelles. Geoffroy Roux de Bézieux, pourquoi est-ce que quand on parle de développement de l'emploi, on évoque essentiellement l'avenir dans les PME ? On cite notamment le cas allemand et la capacité que les PME allemandes ont et ont eu depuis longtemps à exporter, ce qui manifestement est un des grands handicaps des PME françaises. Ça, c'est pas tout à fait les PME allemandes, c'est ce qu'on appelle maintenant les ETI, c'est-à-dire ce qu'on appelle en allemand le Mittelstand, des entreprises, alors on peut pas une définition, mais c'est une entreprise plutôt située entre 50 et 500 personnes, plutôt que ce qu'on a en France, enfin l'idée qu'on a en France des PME. Juste sur ce point, moi je suis pas sûr qu'il faille focaliser la création d'emplois uniquement sur les PME. Les grands groupes ont aussi des capacités à entreprendre à condition, et à créer de l'emploi à condition que les conditions soient satisfaisantes. Ce qui est vrai en France, c'est que nos grands groupes sont très exportateurs et que leur développement aujourd'hui passe plutôt par l'international que par la France. Donc leur création nette d'emplois est plutôt à l'étranger qu'en France. Et la France, c'est un sablier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de très grandes entreprises, beaucoup de très petites entreprises, et en particulier comparé à l'Allemagne, un trou entre les deux. Je crois que le chiffre de mémoire, c'est à peu près 5000 entreprises allemandes de taille moyenne, donc taille intermédiaire, contre 1000 à 2000 en France. Et c'est vrai que c'est elles qui ont contribué à la création d'emplois en Allemagne, à l'exportation, et donc à la santé économique allemande qui est meilleure que la nôtre. Alors après, pourquoi ? Vous avez des tonnes de rapports de tous les think tanks patronaux, je ne sais pas si Entreprises et Progrès en a fait un, mais sur ce sujet-là, il y a plein d'explications. Une simple qu'on peut donner, c'est que la relative complexité, enfin quand je dis relative, la très grande complexité du corpus social, législatif, fiscal en France pèse de manière disproportionnée quand on grandit. Moi, je l'ai vécu, j'ai fait 2 fois le passage de 0 à peu près 1000 salariés. C'est vrai que c'est extrêmement complexe parce que un entrepreneur, il est focalisé sur la croissance, il est focalisé sur son business, sur le carnet de commandes, et beaucoup moins sur la mise en conformité de son entreprise. Alors, quand vous êtes arrivé à la taille de General Electric, quand vous êtes arrivé à la taille de L'Oréal, de Michelin, etc., vous avez les équipes de DRH pour faire face. Quand vous êtes encore une PME qui a déjà le chiffre d'affaires d'une ETI, mais pas encore les structures qui vont avec, il y a forcément un effet de ciseau qui n'est pas facile à mettre en place. D'ailleurs, dans l'accord interprofessionnel qu'on a signé, enfin qu'au MEDEF on a signé, il y a un premier progrès ce côté-là, puisqu'on a on a négocié 1 an avec les syndicats pour se mettre en conformité quand on passe les fameux seuils de 50, 150, 250, etc. Voilà. Après, il y a un aspect culturel qu'il ne faut pas nier, qui est plutôt une pierre dans les jardins des entrepreneurs français. C'est que pour croître, il faut ouvrir son capital, il faut prendre des risques. Vous avez beaucoup d'entreprises patrimoniales, et c'est le mauvais côté de l'entreprise patrimoniale,
qui ont une tendance à rester maître chez soi, si j'ose dire, mais du coup à refuser un peu la logique de croissance et la logique de risque. Parce qu'effectivement, croître, c'est se mettre en risque. Et plus on s'étend géographiquement, plus on s'étend sur la gamme de produits, plus il y a une forme d'incertitude. C'est l'être humain en général n'aime pas le risque. Et les Français ont quand même une prédilection. On est quand même le seul pays au monde qui a inscrit le principe de précaution dans sa constitution. Le jour où... Vous savez, le principe de précaution, je m'arrête 2 minutes parce que c'est mon dada à moi. C'est l'exact opposé de ce qui doit mouvoir un entrepreneur. Donc c'est le poison économique ? C'est symbolique, parce que, d'une certaine manière, le fait de la Constitution n'a pas changé la vie d'un entrepreneur. Mais ça traduit quand même un état d'esprit, et pour moi, un état d'esprit qui est vraiment à l'opposé de ce qui fait la croissance d'un pays. Mais vous l'appliquez tous les jours, malgré tout, dans votre travail, ce principe de précaution ? Non, justement. Ah bon ? Mais un entrepreneur, s'il applique pas cette précaution, il meurt. Parce que, par définition, une décision d'entreprise, à tous les niveaux, elle n'est jamais certaine. Donc, moi, je passe ma vie, et je pense que c'est le cas de la plupart des entrepreneurs, à peser le pour et le contre, mais à choisir à un moment. Et à prendre des risques calculés. Bien des sûr. risques calculés, bien sûr, et donc c'est l'année. Enfin, pour moi, l'entreprise, c'est ça, c'est le risque, c'est la pression du risque. Mais oui, par définition. C'est de prendre sa chance avec sa part de risque. Voilà. Et de calculer le risque en fonction de la chance. Mais là, vous savez, quand vous prenez un entrepreneur, c'est un peu la même chose qu'un explorateur. Quand vous prenez quelqu'un qui va faire une exploration dans le Grand Nord, je dis ça parce que Geoffroy nous a expliqué qu'il est allé au Groenland, donc il est à la fois entrepreneur et explorateur. Ben, on se prépare. Donc évidemment, l'entreprise ne part pas l'entrepreneur ne part pas la fleur au fusil. Enfin, en tout cas, il n'ira pas très loin s'il fait ça. Donc il y a toute une organisation, une préparation mais on a une cible, on a une ambition. Disons qu'on nourrit une ambition et qu'on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour que cette ambition se réalise. Mais cette ambition, elle comporte toujours un risque. Quand vous regardez aujourd'hui, je vais en prendre un qui est assez flagrant aujourd'hui, tout le développement des voitures électriques, qui a mis longtemps à démarrer, etc., qui maintenant démarre. Quand on a lancé, tous les différents constructeurs ont lancé la voiture électrique, personne à l'époque ne savait que le gaz de schiste allait arriver. Et quand vous êtes aux États-Unis, bien sûr, ça veut dire que la voiture électrique restera et sera un marché de niche. Mais le gaz de schiste a complètement révolutionné l'économie américaine. Et aujourd'hui, si l'économie américaine redémarre, c'est grâce au gaz de schiste. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi en France on s'en prive, mais ça, c'est une autre question. Principe de précaution. Voilà. Oui, enfin, et donc, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et les bonnes surprises, elles viennent des ruptures technologiques. Et des ruptures technologiques, il peut y en avoir tout le temps. Moi, je dis tout le temps, parce que je suis comme Geoffroy, je suis une incorrigible optimiste. On parle toujours des pays émergents, comme les pays qui sont à la fois l'avenir du monde et notre défaite, puisque c'est eux qui vont gagner la bataille. En réalité, il y a, à côté des pays émergents, c'est vrai que le XXIe siècle le monde sera asiatique, ça c'est sûr, mais à côté des pays émergents, il y a les technologies émergentes. Et regardez un peu autour de vous. Quand vous regardez les nanotechnologies, quand vous regardez le solaire, l'éolien, la distribution énergétique, tout ce qui tourne autour du digital, tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire ou le machine to machine ou l'Internet industriel, c'est-à-dire ces machines qui vont se parler entre elles. On en est au balbutiement. Nous sommes dans un moment de notre histoire où toutes les technologies qui vont révolutionner notre vie sont émergentes. Profitons-en. On est un pays structuré avec de grandes entreprises, des petites entreprises, un État qui sait organiser la société, des clients et des Français qui sont plutôt curieux technologiquement. Allons-y. Alors allons-y, Denis Terrien, quelques minutes simplement, c'est ce qui nous reste pour finir ce débat. Qu'est-ce qu'il faut pour libérer ces énergies créatrices d'emplois et de richesses d'abord dans notre pays ? Au moins une idée, 2 idées tout au plus, pratiques et innovantes. Alors j'aimerais oser penser la relation au travail d'une manière différente.
Aujourd'hui, la relation au travail, c'est un contrat de travail avec le Code du travail. Et si jamais on regarde tout ce qui a été écrit dans le Code du travail, la somme de tout ça, c'est égal à la somme de 15 codes du travail d'autres pays de l'OCDE. Et finalement, qu'est-ce qu'on défend dans un contrat de travail? C'est une subordination de lieu, de temps, d'une personne. Et ceci allait quand on était dans le secteur primaire ou secondaire où il fallait faire une tâche. Depuis que 70% maintenant du travail est fait dans les sociétés de services, on se voit que la valeur créée est beaucoup moins dans la transformation qui est liée à un temps, un lieu et un espace, mais par rapport à une créativité. Et donc, à côté du contrat du travail actuel, je pense qu'il faudrait penser à une autre relation que l'individu pourrait avoir avec son ou ses employeurs, qui serait une nouvelle forme de coopération. À partir du moment où il y aura ça, on focaliserait beaucoup plus sur la valeur créée et donc après le partage de la valeur créée. Mais dans l'ordre du progrès social, j'imagine que vous n'annulez pas tous les bénéfices du contrat dans sa dimension d'encadrement de la relation du travail. Je ne l'annule pas, mais ça ne répond pas aujourd'hui à ce que les générations X ou Y veulent. On parle des générations X et Y qui ont 29 ans ou 32 ans, qui veulent zapper d'un job à l'autre, qui veulent aussi bien travailler le soir que travailler le matin, qui au boulot veulent pouvoir faire le Facebook et faire quelque chose d'autre. Et donc ce changement fondamental nécessite un changement du contrat de travail. Et donc derrière, il y aura une évolution du Code du travail. Ce sur quoi nous travaillons en Entreprise et Progrès, c'est ça, c'est de penser à une nouvelle relation au travail qui pourrait aller, alors pas pour tous les jobs, certains, si jamais on est dans une usine, par exemple, qu'il faut faire des pneus, il y a encore cette relation-là. Mais dans d'autres travaux, il faut penser à une autre manière pour partager cette valeur créée. Donc plus de flexibilité. Ça inclut on revient sur la personne et on dit quand cette personne crée de la valeur pour l'entreprise, comment cette valeur est créée, et ce n'est pas juste tenu par rapport à il faut que tu sois là pendant 8 heures ou 7 heures par jour, 5 jours par semaine à ton poste. C'est la valeur que tu crées. C'est la valeur qui est créée qui importe dans la relation qu'on a avec son employeur. Ah ben voilà, une ouverture sur quelque chose de profondément innovant, tant mieux. C'était aussi cela que ce débat a souhaité recueillir de nos 3 invités que je remercie de leur participation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un débat d'actualité. Bonsoir.